justement pour les projets. What is it? C'est bon. Excusez-moi, vous m'entendez? Non, c'est bon? Oui, donc au CEREMA, on a l'habitude évidemment d'être aux côtés des collectivités pour bâtir des projets de territoire et faire avancer justement la transition écologique sur le terrain, puisque l'essentiel de nos équipes sont en province sur le terrain, mais aussi bien sûr de prendre des initiatives nationales comme cette série de webinaires qui permet effectivement de capitaliser ce qui se fait un peu partout et de partager justement les expériences et le savoir. C'est d'autant plus important pour nous que le CEREMA a changé de statut dans la loi 3DS. Le décret correspondant, d'ailleurs, est paru il y a eu une dizaine de jours. Et nous nous transformons en un établissement public à la fois national et local, puisque les collectivités pourront, à compter du second semestre, adhérer au CEREMA et effectivement, en contrepartie de cette adhésion, participer à la gouvernance, influer effectivement sur les différents projets que l'on porte, les différentes méthodes que l'on met à jour et évidemment avoir un accès très simplifié à l'expertise du CEREMA sur leur propre territoire. Alors c'est vrai que cette initiative, ces webinaires, effectivement, nous avons souhaité les lancer en partenariat parce que CEREMA tout seul, ça n'a pas grand sens, avec bien évidemment Intercommunalité de France, qui effectivement regroupe une bonne part effectivement des collectivités, des intercos à qui on s'adresse, avec la NCT, et puis avec le CGDD qui anime la communauté écologie et territoire Comet, ce qui permet, je crois comme ça, en se mettant tous ensemble, finalement de réunir l'ensemble des acteurs qui, au plan national, animent effectivement toutes ces démarches de transition écologique sur le terrain. Alors, cette série de webinaires, elle va se tenir jusqu'à la fin de l'année avec un objectif qui est d'apporter des témoignages, des outils pratiques dont chacun pourra se saisir. On est là complètement, en ce qui concerne le CEREMA, dans nos missions, justement, de partage des méthodes, partage des façons de faire, avec l'idée de mettre à disposition à tout le monde des façons de faire concrètes, des méthodologies, finalement en prenant tout ce qui a pu se faire à droite à gauche auquel on a participé, en tirant des méthodes et effectivement en diffusant celles-là. Alors pour ces webinaires, effectivement, sur la transition écologique, l'ensemble de ces outils, de ces témoignages, en fait, sont issus des accompagnements que l'on a réalisés en partenariat avec la NCT sur une soixantaine de territoires CRTE. On pourrait d'ailleurs citer aussi les CTE, avant les CRTE, sur lesquels on avait pas mal avancé, avec effectivement des accompagnements sur mesure que nous avons pu faire auprès des territoires pour arriver à trouver des solutions adaptées. Alors, je dirais que ces avancées, elles concernent les CRTE, mais aussi bien plus largement toute démarche de transition et de résilience. Et c'est vrai que nous, notre souhait, finalement, c'est de les diffuser, c'est de faire en sorte que toutes les bonnes idées qui ont pu éclore, qui ont montré qu'elles fonctionnaient, d'arriver à ce qu'on les partage et que finalement tout le monde puisse s'en saisir. Donc, voilà, merci beaucoup de participer à ce séminaire. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours dans le chat, bien sûr, puisqu'on est trop nombreux pour avoir des retours en direct, mais à travers le chat, c'est la façon dont on peut réorienter les choses et surtout, effectivement, vous apporter toutes ces expériences et faire en sorte que finalement, tout le monde puisse profiter du travail de chacun. Je vous remercie. Merci, Monsieur Berthaud. Romain, je ne sais pas si Madame Carole Luttrot est là. Je ne vois pas, donc si vous voulez, je peux passer les messages qu'elle souhaitait adresser à l'ensemble des intervenants et des participants. Donc, moi, je suis Romain Briot, je travaille au sein de Intercommunalité de France, l'association des intercommunalités, des métropoles aux communautés de communes. Virginie Carolo-Luttrot, notre première vice-présidente, la présidente de Cosenaglo. Voilà, elle avait juste quelques messages à vous adresser. D'abord des remerciements. Remercier le CEREMA, la NCT, le CGDD, avec qui nous travaillons depuis l'année dernière et depuis la mise en place des contrats de relance et de transition écologique. Remercier aussi les intervenants de ce matin, à la fois la communauté de Bretagne Porte de Loire et le PETR Corps de Lorraine, pour se rendre disponibles et partager leur expérience. Et évidemment, remercier
les plusieurs dizaines de participants qui prennent un peu de leur temps pour venir échanger avec nous sur la manière de faire atterrir et de faire vivre nos contrats de relance et de transition écologique et puis tout autre projet de transition. Pour revenir juste sur les contrats de relance et de transition écologique, ils sont désormais en place, ce qui est inédit puisqu'ils couvrent toute la France entière. Nous savons très bien qu'il reste encore des difficultés, quelques sujets de blocage, peut-être au niveau national ou au niveau local, par-ci, par-là. Cependant, on a bien compris que les CRTE pouvaient être un outil très intéressant pour à la fois faire vivre nos projets de territoire actuels et puis demain, peut-être, faire atterrir la planification écologique territoriale ou toute autre politique publique qui relève d'un partenariat fort entre État et collectivités territoriales. C'est tout le sens donc de ce nouveau cycle, enfin de cette nouvelle série de webinaires que nous avons voulu beaucoup plus concrète, opérationnelle, et à commencer par une des étapes fondamentales d'un projet de territoire ou d'un contrat de relance et de transition écologique, qui est celle de la priorisation des actions, qu'elles soient de maîtrise d'ouvrage communale, intercommunale, associative ou autre. On sait très bien que cette étape est cruciale, mais qu'elle peut se révéler complexe selon l'écosystème local, selon les spécificités de chaque territoire. Voilà pourquoi il nous semblait intéressant à nous tous, à NCT, CEREMA, CGDD, de proposer ce premier temps de travail pour ouvrir cette nouvelle série. Merci Romain. Je vais enchaîner par une petite présentation de la série des webinaires et de leur contenu, puisque après ce premier webinaire pour l'été, on va se laisser la pause estivale pour revenir vers vous à l'automne avec les 6 webinaires qui vont suivre et qui vont nous emmener jusqu'à la fin de l'année et qui ont vocation tous finalement à outiller des moments stratégiques du projet de territoire, du projet de transition et à éclairer finalement les maillons fondamentaux de la démarche. Donc ça veut dire structurer sa stratégie et c'est ce qu'on regardera le 13 septembre. Ça veut dire travailler sur le pilotage de cette stratégie et son suivi le 27 septembre. Mettre en récit cette stratégie le 11 octobre, s'appuyer sur un diagnostic de résilience le 8 novembre, travailler à la construction collective avec les acteurs locaux, c'est ce qu'on fera le 22 novembre. Et puis, pour terminer l'année, on se reverra aussi le 6 décembre, qui permettra de remettre en perspective en fait, les différents maillons qu'on aura éclairés dans un fil rouge autour notamment de l'évaluation. Donc, ces webinaires, ils outillent aussi en donnant des méthodes et des outils. Alors, c'est des outils qui ne sont pas des outils figés, mais des outils qui sont adaptables pour des usages pluriels. Et finalement, il s'agit d'organiser le processus de dialogue autour de ces outils. Je pense que c'est ce qu'on verra notamment aujourd'hui. Et puis, l'intention de ces webinaires, outre outiller, c'est aussi bien sûr partager les expériences entre territoires et on aura donc aujourd'hui et à chaque webinaire des temps d'échange et le chat est là également. Alors, venons-en au sujet d'aujourd'hui. Donc, prioriser ses actions, la priorisation des actions. Alors, dans les contrats de relance et de transition écologique, on constate que les nombres d'actions sont très variables. Ça peut aller de 1 action à 200 actions avec un caractère structurant plus ou moins avéré de ces actions. Mais plus largement, dans les projets de territoire, dans les stratégies locales, nombreux projets peuvent être recensés. On n'a pas toujours les moyens d'engager tout en même temps. Il s'agit donc de prioriser. Alors, certains territoires ont déjà eu une première mise en commun de toutes leurs actions et n'ont pas encore eu le temps de prioriser. Et puis, certains territoires, eux, ont souhaité prioriser pour cibler les financements, l'ingénierie, l'énergie autour des projets. Et on verra aujourd'hui comment on fait pour se mettre d'accord, comment décider ensemble de ces priorités. Et on vous proposera notamment un outil de priorisation avec plusieurs grilles qui permettent d'éclairer les débats des élus et des techniciens pour choisir les meilleures actions à prioriser ensemble. Alors, prioriser, il y a plein de bénéfices. Alors là, je montre l'extrait de fiche qui est déjà téléchargeable sur la page
événements du CEREMA sur la page de ce webinaire. On mettra le lien, je pense, dans le chat. Prioriser finalement, hein, c'est se donner les meilleurs moyens d'agir, c'est pour mettre en action son projet de territoire. Et pour ça, on verra avec les témoignages que je vais introduire à l'instant. Pour la suite, en parallèle de ces webinaires, donc, on vous invite à poursuivre les échanges, puisqu'on est nombreux aujourd'hui, on est plus de 230, donc peut-être que tout le monde ne pourra pas poser ses questions, faire part de ses réussites ou de ses difficultés. Donc, on pourra continuer les échanges dans le réseau Expertise Territoire. Donc, je vous invite à rejoindre notre groupe dans lequel tous les détails sur les webinaires seront également présentés. Merci à tous. Et je vais donc passer la parole à notre premier territoire témoin, Bretagne Porte de Loire Communauté, avec à la fois Frédérique Dindot, qui est directrice générale des services de cette intercommunalité, et également Sébastien Saillanfest, qui est délégué territorial à la DDTM d'Ille-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour. Alors, pour entamer ce témoignage, je vais vous poser quelques questions. Et la première question que je voulais vous poser, il y aurait un peu les mêmes questions pour le deuxième territoire, c'est finalement, avec votre contexte, pourquoi avez-vous priorisé vos actions? Ce qui vous a conduit à cette démarche? Donc, tout d'abord, rappeler le contexte de notre territoire rural, 20 communes, 33 000 habitants, grosso modo, au sud de l'Ille-et-Vilaine, avec un renouvellement très important de nos élus et notamment des maires et du président de l'intercommunalité. On a plus de 50% de renouvellement de maires, donc, et un nouveau président qui s'est fait donc en juin 2020, et avec cette demande de l'État de s'appuyer sur les intercommunalités pour bâtir ces fameux CRTE, chose qui était très louable, mais qui a impliqué pour nous d'apporter une certaine pédagogie, une certaine acculturation de nos élus. C'est quoi l'intercommunalité? Quel est le rôle du CRTE? Et ce qui n'a pas été facile à mettre en route du fait, bien sûr, du contexte sanitaire et du manque d'ingénierie à notre niveau. Et c'est pour ça qu'on a vraiment apprécié le travail d'accompagnement par M. Saillanfest de la DDTM sur la pédagogie à amener, plus les différents outils qui ont été mis en place pour aider les territoires, notamment via l'ANCT. Donc, nous avons pu bénéficier de l'ingénierie du CEREMA pour travailler sur la priorisation des actions. Donc, comment définir ces actions? Là, on séchait là-dessus et on a apprécié par le biais de tutos ouverts aux élus de travailler sur les 7 critères environnementaux et sociétaux du CRTE vis-à-vis de leur projet. Comment s'inscrit mon projet, comment je peux l'améliorer d'un point de vue transition écologique, etc. Alors là, vous embrayez déjà sur comment vous avez procédé. J'essaye d'aller vite. Parfait. Juste peut-être Sébastien Saillanfest sur le rôle de la DDTM et de l'État dans la construction de ce projet et dans la priorisation des actions. Effectivement, est-ce que vous voulez ajouter un petit mot avant qu'on passe sur la méthode et le comment faire de cette priorisation? Okay, avec plaisir. Peut-être juste pour expliquer d'où je parle, moi je travaille à l'échelle de 3 EPCI en lien avec le sous-préfet de Redon, voilà, à l'échelle d'un arrondissement. Et très vite, en lien avec le sous-préfet, on a cadré une démarche d'accompagnement des EPCI dans la mise en œuvre des CRTE, donc dès décembre 2020, de façon à offrir des briques d'accompagnement depuis la préparation du CRTE ou le cadrage du CRTE jusqu'à sa mise en œuvre et son évaluation.
Et sur BPLC, je me suis mis évidemment en situation d'écoute avec un nouveau conseil communautaire, un projet de territoire qui était en cours d'actualisation. J'ai fait quelques réunions pour comprendre d'où partait le territoire et évaluer sa capacité à faire transition à travers cet objet de CRTE. Et ce qui nous a amené, pour le coup, à proposer un accompagnement ciblé sur 3 niveaux. La question de la gouvernance, voilà, quelle démarche, quelle gouvernance on met en place à la fois technique et politique pour accompagner ce projet-là, ce qui fait qu'on s'appuie aujourd'hui sur la conférence des maires et un comité de pilotage qui est co-animé par le président de l'EPCI, de BPLC et le sous-préfet, un accompagnement technique. Et puis, 2 autres sujets qui nous éclairent aujourd'hui, c'est on a senti qu'il y avait un besoin de poser les enjeux de territoire sur la question de la transition écologique et la cohésion des territoires. Et je parlerai peut-être de l'accompagnement tout à l'heure. Et puis, d'aider à prioriser l'ensemble des actions communales qui ont émergé, en effet, de la réflexion. Très bien. Merci. Alors, Madame Dindot, comment vous avez procédé alors pour prioriser ces actions, à la fois avec quels critères, mais aussi qui a joué quel rôle, qui a fait quoi entre vous, vos élus, les maires, comment vous avez procédé? Donc, la base du CRTE a reposé sur le projet de territoire. Et donc, il y avait un projet de territoire qui préexistait avec l'ancienne mandature qui avait été validée en juillet 2018, sachant qu'on avait été fusionné entre 2 EPCI en 2017. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro ou parler un peu plus fort, parce que je crois qu'on vous entend. Donc, on a tout remis à plat sur le projet de territoire. On a fait, au lieu de rebattre complètement les cartes, il s'est agi de faire une actualisation de notre projet de territoire avec les nouveaux élus, de définir 5 grandes orientations stratégiques et de mémoire, c'est 17 axes de développement. Et c'est là-dessus qu'on a assis notre CRTE et qu'on a fait parallèlement un recensement des projets des communes qu'on a reclassifiés dans les différents axes du projet de territoire. Alors, donc, quand vous dites on a reclassifié, alors qui a classifié cette auto-évaluation des actions par les communes? Ouais, cette classification s'est faite en lien avec moi-même, les maires et bien sûr les services des mairies, en élaborant des tableaux qui reprenaient axe par axe comment vous vous situez, dans quel axe, dans quelles grandes orientations se situent vos différents projets. Mais ce qui a abouti à un recensement, je crois que M. Saillant-Fest, vous aviez fait le total. 170 actions à peu près. 170 actions recensées. Donc là, on n'était pas encore dans la priorisation de ces actions. C'est ce qui s'est fait en deuxième temps, c'était de définir comment prioriser ces actions. Et c'est là où il y a eu ce travail peut-être de critères, évaluation des projets des communes par les 7 critères du CRTE. C'est ça, peut-être pour compléter, en fait, on s'est appuyé en effet sur la grille transition écologique proposée par le CGDD et la NCT, qu'on a un peu expérimenté justement sur le territoire. Et si je complète sur l'accompagnement, on a également donc cette grille, en fait, elle a vraiment permis aux collectivités d'auto-évaluer au regard des enjeux de transition écologique et de cohésion des territoires leur piste d'action à proposer au CRTE. Et en parallèle, on a sollicité l'accompagnement du CERUR via le marché à bon de commande de la NCT pour bien poser les enjeux prioritaires sur lesquels le territoire pouvait avancer. Et c'est en fait le croisement de ces 2 travaux qui semblaient être un peu parallèles, mais qui finalement se sont rejoints au final sur cette notion de c'est quoi les actions matures, c'est quelles actions
on peut engager voilà, en priorité et qui font transition, parce que c'était vraiment ça le cœur de notre sujet. Ces deux accompagnements et surtout tout le travail interne de la collectivité, les temps de discussion, de dialogue qu'on a pu avoir pendant à peu près 6 mois, dans un temps très court. Il faut le rappeler, hein, le CRTE, ça a été un temps extrêmement dense, ce qui n'est pas si simple. D'ailleurs, on pourra en parler en termes de limites pour faire projet de territoire. Il faut un peu de temps, surtout quand une équipe communautaire se met en place. Mais c'est ce travail de dialogue qui a permis de ne pas mettre à l'écart des actions, parce qu'elles sont toutes légitimes. Par contre, voilà, de les prioriser pour engager la dynamique du CRTE dans les 5 ans à venir. En fait. Et l'intérêt aussi, c'était que les élus se posent cette question par rapport aux critères. Et ils ont des projets, voilà, j'ai un projet, mais après, de leur rappeler les critères, se dire comment on se situe par rapport à notre projet. Au moins, là, on leur a posé des questions et ça leur a permis d'apporter une plus-value dans cette ambition d'améliorer notre impact environnemental, quoi. D'accord. Alors, dernière question, quels sont les résultats de ce travail de priorisation et puis les suites? Vous avez dit qu'il y avait des suites ou que cette réflexion trouvait des prolongements dans vos travaux maintenant. Donc, la priorisation des actions. Grosso modo, dans un premier temps, ce qui a été défini, c'était les actions matures dans le temps, on va dire, et celles qui méritent encore d'être retravaillées. D'autre part, au niveau de l'intercommunalité, ça a permis de remettre en question aussi le fonctionnement même de l'intercommunalité, puisque une des volontés du président, c'est de se dire on a retravaillé notre projet de territoire qui repose sur la transition écologique et donc on a revu l'organisation des services de l'intercommunalité qui s'appuient sur les 5 piliers du projet de territoire. Et d'autant plus pour la petite histoire, c'est que on avait un pôle développement économique qui regroupait également l'aménagement et l'environnement, c'est le gros pôle, et en fait qui a été retravaillé. Et maintenant, on a un pôle spécifique environnement-aménagement et qui est distinct du pôle économie. Et comme on a eu l'occasion d'en parler, dans ce cadre-là, ça nous a amené à réfléchir et à engager une réflexion sur quel développement économique, quel schéma de développement économique pour notre territoire. Bien entendu, nos zones d'activité, nous avons la chance d'être le long d'une 4 voies qui relie Rennes à Nantes et qui fait que nous avons une forte dynamisation d'installation économique. Mais aujourd'hui, on se dit stop, il faut qu'on revoie le développement économique de notre territoire. C'est une des questions qui a émergé de cette réflexion, quoi. Très bien. Sébastien, sur ce travail dans le temps, un dernier petit commentaire avant qu'on passe aux échanges. Déjà, s'il y a à peu près un an, on m'avait dit que le CRTE ou la démarche qu'on engageait d'accompagnement pouvait amener la collectivité à repenser à la fois ses modes de faire et un certain nombre de politiques qui sont prégnantes dans les territoires, notamment la question du développement économique. Je pense que je n'aurais pas cru. Donc, ça a des effets positifs et c'est dans ce sens-là que nous, on va continuer à accompagner parce que on a conscience que ce n'est pas simple de prioriser des actions et ça va continuer à se faire à travers, en effet, les démarches que vous lancez, puisqu'il y a un plan climat qui va être lancé, il y a des actions autour de l'alimentation durable, il y a évidemment la question des mobilités qui est vraiment prégnante aujourd'hui dans le territoire et qu'on va continuer à accompagner. Et on va surtout continuer avec le sous-préfet à accompagner l'évaluation du CRTE en cherchant à mettre en place une méthode qui sorte du bilan classique annuel, les actions sont faites ou pas faites, mais qui permettent vraiment de faire émerger du questionnement évaluatif sur le territoire et surtout d'identifier en quoi cette stratégie locale, les actions qui sont mises en œuvre concourent
réellement ont des impacts sur la transition et la cohésion des territoires. Donc ça, c'est le travail qu'on a engagé avec les différents EPCI de l'arrondissement. Et on va finaliser le calage de cette méthode-là d'ici la fin de l'année pour que, en effet, l'année prochaine, on parte sur à la fois une nouvelle maquette financière annuelle, parce que c'est tout l'enjeu de ce CRTE, d'accompagner financièrement aussi les collectivités, et puis s'inscrire dans cette évaluation de longue durée. Et juste pour terminer, ce qui est rassurant aujourd'hui, et c'était une des craintes qui avait été vraiment affichée par les collectivités au tout début du CRTE, c'est de se dire si nos projets ne sont pas dans le CRTE, on n'aura pas les subventions des ETR ou des CIL. Et aujourd'hui, on constate qu'évidemment, on continue et les sous-préfectures continuent à accompagner au titre de la DETR et des CIL des projets qui ne sont pas dans le CRTE, mais qui ont vraiment du sens sur le territoire. Et à contrario, on voit que la DECIL s'oriente vraiment sur des projets qui sont des projets dits de transformation ou de transition dans les territoires. Et c'était, il me semble, le sens de ce type de projet de contrat entre les collectivités et l'État. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Madame Dindot. On a un petit temps d'échange. Et pendant que vous peaufinez vos questions, ou j'en ai vu une peu dans le chat, peut-être pas toutes, je lance cette séance d'échange avec vous, avec le territoire, en proposant à Juliette Maître du CEREMA Ouest, qui a accompagné le territoire sur cette priorisation d'action, de nous montrer comment ça s'est passé avec cette grille de priorisation, avec les critères, la grille CGDD Amorce. Alors, en fait, pour vous montrer, donc la grille vous a été partagée dans le chat, pour vous montrer un peu comment on a travaillé en fait avec la collectivité. C'est-à-dire que, comme l'a dit Madame Dindot, ce sont les élus qui ont fait le travail. On a un peu laissé au début tout seul devant les questions. Donc là, vous avez ici la liste de toutes les actions, les 168 à peu près. Et en fait, chaque élu a rempli et on a fait deux webinaires. Malheureusement, nous n'avons pas eu le droit de nous voir. C'est pas grave, on a fait ça en soirée. Donc, en fait, on a pu travailler ensemble et les élus se demandaient à chaque fois, tiens, mon action, en quoi elle contribue à la lutte contre le changement climatique, à l'adaptation au changement climatique, à la gestion de l'eau, mais aussi son impact sociétal avec des petits graphiques. Et puis, ça permettait après d'avoir une vision globale. Et en fait, pour être très honnête, je pense que vous ne me contredirez pas, l'objectif, c'était surtout de créer du débat entre les élus et d'échanger entre eux, de se demander jusqu'où on contribue. Donc ça, c'était pour le volet contribution à la transition écologique. Puis pour le coup, ça a fait arriver une question sur les autres critères. Alors, on a une question sur est-ce que vous avez rencontré des résistances de la part des maires dans le cadre de la priorisation des projets et comment vous les avez dépassées, s'il y en a eu? Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, la parole est à vous. Ouais. C'est déjà pour dire par rapport à ce qu'a dit Madame Juliette Maître, que dans ce qui était amusant, entre guillemets, c'est que la réponse des maires pour évaluer leur projet était très subjective. Et sur des mêmes projets, on n'avait pas forcément les mêmes réponses. Donc, ça interpelle aussi de se dire quand c'est des personnes qui portent le projet, qui font leur auto-évaluation, il y a ce côté assez subjectif aussi qui peut intervenir. Sinon, bien entendu, on a un peu, je vais dire, subi l'injonction des services de l'État en nous disant vous avez ça à faire, cette évaluation, etc. Et les élus ont eu du mal à s'approprier ce travail parce que c'est complètement nouveau pour eux. Il y a ce côté, moi je trouve très intéressant de se dire on vous donne les moyens de vous-même gérer vos projets et on n'est plus descendant, c'est à vous de nous faire remonter et d'être acteurs. Mais d'un autre côté, c'est le côté manque de moyens, de savoir-faire et donc tout ce travail de pédagogie qui a dû être mis en place pour que ça soit partagé et compris par eux. Et la caméra? Et au final, vous avez retenu combien d'actions? Oui, c'est bon. Mais on ne le voit pas. On a une perturbation. Morgane,
Oui. Une quarantaine, d'accord. Donc, vous êtes passé de 168 ou 170 à 40 avec cette discussion autour de cette grille de critères. C'est ça? D'accord. Laurence, un tout petit complément sur la posture de l'État, elle est essentielle dans cette démarche, en fait. C'est clair qu'on a beaucoup, moi j'ai beaucoup écouté ce que me disait, et j'ai entendu, j'espère, ce que me disaient et les maires et le président de l'Interco. Et c'est dans le dialogue et dans le partage, en effet, l'échange qu'on a réussi à avancer sur, et surtout dans le questionnement, enfin, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution toute faite, hein. Le CRTE, il n'y a pas un cadre tout fait, on s'adapte évidemment au territoire. Et c'est à travers des questions qu'on a réussi à surmonter les éventuelles résistances qu'il pouvait y avoir, en fait. Est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions? Juliette? Oui, oui. Oui. On peut en prendre d'autres. Oui. Alors, on a quelqu'un qui nous demande si votre convention financière annuelle CRTE ne recense que les financements d'État sur les actions inscrites au CRTE, ou bien est-ce qu'elle est élargie à tous les financements d'État, même hors CRTE? C'est une question un peu pointue. Je pense qu'on est que sur les financements d'État et d'opérateurs de l'État potentiellement, des actions du CRTE. Ok. Alors, sur l'utilisation de cette grille avec les 7 critères, là, transition écologique, d'impact environnemental, on nous demande si elle peut être mobilisée sur d'autres plans, comme sur des PCAET. Là, c'est peut-être moi qui vais répondre en complément du message d'Isabelle Coupry. Effectivement, elle a utilisé dans le cadre des CRTE, mais elle est mobilisable pour tout projet ou plan qui s'interroge sur sa contribution à la transition écologique. Effectivement, si ce sujet-là n'est pas au cœur de vos préoccupations, ce n'est pas la peine, mais la grille est vraiment là pour aider à élaborer tout type de projet, stratégie, que ce soit ou pas dans le cadre contractuel. Alors, toujours sur les critères, on avait une autre question, puisque vous avez évoqué la question de la maturité des projets, comment vous l'avez prise en compte et comment définir ce niveau de maturité d'un projet? Donc là, ce sera plus sur l'échéance calendaire, à savoir à quel moment sont prévus les projets, quel est l'état d'avancement de ces projets, s'ils s'inscrivent bien aussi dans les cases du projet de territoire. Donc voilà, grosso modo, sachant que chaque année, on refait le point sur cette maturité des projets. Est-ce que ce travail de priorisation et plus largement dans votre démarche CRTE, est-ce que ça a été l'occasion d'un échange à l'échelle supracommunautaire? Je ne sais pas si vous faites partie d'un pays qui a eu des échanges au-delà. Il y a eu des échanges avec le pays. C'est le plus petit pays de Bretagne, puisqu'il n'est constitué que de 2 communautés de communes. Et c'était plus sur la méthodologie que nos voisins mettaient en place et de se comparer, enfin, et d'échanger sur nos méthodes, plus qu'autre chose. Sachant j'ai aussi accompagné l'autre PCI avec la même grille, avec une méthode un petit peu différente, puisqu'on a fait un travail avec un outil matrice d'évaluation pour définir quelle action répondait à la transition écologique, quelle autre répondait à la cohésion des territoires et quelle autre répondait aux deux. Et là, d'ailleurs, la priorisation et la maturité au regard de transition écologique et cohésion des territoires s'est faite à travers cette matrice d'évaluation. Donc, en effet, il y a eu aussi des ajustements entre les deux accompagnements pour équilibrer les méthodes et elles se sont nourries l'une l'autre, en fait. Alors, est-ce que vous avez classé donc toutes les actions aussi sur les différents axes, ou est-ce que certaines actions se trouvaient en dehors de tout? Est-ce qu'il y a eu des projets abandonnés? Alors, les projets des communes ne sont pas forcément abandonnés, mais ils sont hors CRTE, on va dire.
Et sinon, on s'est aperçu que vis-à-vis de notre projet de territoire, il y a des grands objectifs où il n'y a pratiquement pas d'action, mais qui sont plus d'un ordre structurel, je dirais, vis-à-vis du rôle de l'intercommunalité, pour notre positionnement vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des communes, etc. Ça, c'est un petit peu du hors CRTE. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des projets qui soient hors cadre CRTE, mais il n'empêche qu'ils sont quand même poursuivis par les communes ou l'intercommunalité. Je peux donner peut-être un ou deux exemples. Il y avait quand même dans l'échange qu'on a eu avec la collectivité quelques invariants, c'est-à-dire que les projets d'extension urbaine consommateurs de foncier ou des projets routiers dont on sentait qu'ils n'avaient pas un axe, un objet structurant pour le territoire, un peu par définition étaient exclus du CRTE. Et le fait d'en discuter, ça permettait aussi de se réinterroger sur l'opportunité de ces projets-là, voire de les faire évoluer vers plus de transition. Question sur le financement. Est-ce que, à l'échelle de l'intercommunalité, vous aviez défini une enveloppe financière pour la communauté de communes, donc sur l'ensemble des 40 actions de votre CRTE? Est-ce que vous avez peut-être en tête le coût total des actions inscrites dans votre CRTE et quels engagements vous avez eus de la part des partenaires financiers? Donc, parce que là, effectivement, dans le CRTE, comme le disait M. Saillant-Fest, n'apparaissent que aide de l'État DECIL, DETR, relance, premier plan de relance. Et puis éventuellement la région, Bien Vivre en Bretagne. Bien Vivre en Bretagne, je ne sais pas s'il est dedans. Mais si vous voulez, on n'a pas encore fait cet exercice de totaliser les coûts communauté de communes sur la transition écologique. On intervient par le biais de fonds de concours en investissement, mais ils ne sont pas effectivement aujourd'hui intégrés. On les trouve dans les plans de financement des projets, mais sur le document, l'annexe financière du CRTE, on ne les retrouve pas. Parce que là, on part un petit peu dans différents domaines, puisqu'on peut aussi intervenir sur la partie habitat, qui est un point important aussi pour notre territoire, mais qu'on ne verra pas dans le CRTE. Après, ça nous a amené sur les 3 EPCI, je prends 10 secondes, aussi à travailler avec d'autres financeurs qui sont le département et la région, et la Banque des Territoires, d'ouvrir aussi à d'autres types de financements qui n'étaient pas spécialement, enfin je pense à la Banque des Territoires qui n'était pas très connue sur le territoire. Là. Voilà, donc on est bien dans cette démarche progressive d'amélioration continue. D'où cette question de l'évaluation et de la suite à donner, puisque c'est plus un point de départ d'ailleurs ce CRTE qu'un point d'arrivée aujourd'hui. Et tout est à mettre en œuvre encore en fait. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage et même si beaucoup de choses restent à mettre en œuvre, on voit que vous avez déjà beaucoup avancé et que ça fait bouger les choses, que vous avez pu prioriser, que ça permet d'actualiser aussi votre stratégie, votre organisation des services et je pense que ça pourra donner des idées à beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dindot. Merci, Monsieur Saillant-Fest. On va passer au deuxième témoignage d'un autre territoire, dans une autre région. Je vois que vous voulez rajouter un petit mot de conclusion peut-être. Pour vous dire, là, nous allons enchaîner avec un comité de pilotage CRTE dans un petit quart d'heure. Et donc, on va être obligé à regret de vous quitter, mais on participera aux prochaines sessions, séminaires que vous proposez. On pense à vous, très bon comité de pilotage. Merci beaucoup. On va enchaîner donc avec un deuxième témoignage de territoire dans une autre région, donc dans le Grand Est, et à une autre échelle, puisqu'il s'agit d'un PETR, donc avec le PETR Cœur de Lorraine, dont on va recevoir à la fois le président Xavier Pierson et Laura Domas, chargée de mission. Et on va vous poser un peu les mêmes questions, et je pense que certaines questions qui ont été posées sont des éclairages et des éléments de réponse dans ce deuxième témoignage de territoire qui lui aussi a travaillé sur la priorisation des actions avec
des grilles, des critères, etc. Alors, un peu de la même manière, je vais vous poser les 3 mêmes questions. La première, c'est sur votre contexte et qu'est-ce qui vous a amené finalement à prioriser vos actions. Alors, je ne sais pas si Monsieur Pierson est présent ou pas, du coup, savoir si c'était lui qui devait intervenir. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, nous vous entendons, Monsieur Pierson. Mais vous ne me voyez pas. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Bon, juste quand même un mot d'introduction, vous l'avez sur votre diaporama, là. Hein. Le PETR Cœur de Lorraine, c'est 123 communes et 27 000 habitants, 4 Côtes-des-Cômes, territoire de Fresnes, Côte de Meugeois, Saint-Mélois et de l'Aire à l'Argonne. Nous sommes vraiment un lien entre la Marne et la Meurthe-et-Moselle. Nous sommes, sinon au cœur de la Lorraine, au cœur du Grand Est. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est important. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus, sur le PTR-TE. Et comment dirais-je, nous avons, Laura vous prendra la suite, nous avons dénombré une centaine d'actions, de projets. On en a retenu quelques-uns, d'autres ont été accomplis. Je vous laisserai surtout dans les mains de, si je puis dire, ou dans la voix de Laura, mais je vous accompagnerai, sachant que moi aussi j'ai une réunion, une visio, en espérant que j'ai du mal à me raccorder. J'ai une vision après sur la mobilité, moi. Bon, voilà, mais je suis tout de suite. Très bien, merci pour cet éclairage, ce premier éclairage. Laura Domas, sur la contextualisation, sur pourquoi prioriser les actions, effectivement, et quel est votre contexte un peu particulier en Grand Est, que la région est un partenaire peut-être encore plus important qu'ailleurs. C'est ça, donc c'est vrai que nous on parle de PTR-TE, donc de Pacte territorial de relance et de transition écologique. C'est le jumelage donc, entre le contrat, donc c'est CRTE, moi j'ai du mal à le dire parce que je n'ai pas l'habitude de le dire, de l'État et le Pacte territorial de la région Grand Est. Comme le CRTE, ce contrat est lié donc, à la relance pour mener les projets structurants, comme l'a évoqué donc, les partenaires juste avant, sur le territoire pour la mandature. Donc, nous, il y a le département aussi qui est signataire du contrat et c'est vrai que c'est une démarche donc, partenariale, adaptable, souple et transversale qui s'articule autour des 3 piliers. Donc, ils ont été cités, hein, la transition écologique énergétique, la cohésion territoriale et coopération et l'économie plurielle ancrée sur les territoires. Donc, le rôle du PETR, c'est d'animer ce contrat, de coordonner et de faciliter la réalisation des projets structurants avec les forces vives du territoire. Donc, c'est un contrat, ça a été évoqué, c'est le contrat des contrats, hein, c'est-à-dire qu'il regroupe le CTE, le CLS, le contrat de ruralité, le PAT, le SAR. Voilà, donc nous, on a décidé d'organiser un petit peu de gouvernance et on pensait que c'était intéressant de vous poser un petit peu le cadre. Donc là, il y a une gouvernance interne au PETR, c'est-à-dire qu'on avait déjà, avant ce contrat, des points réguliers avec la chargée de mission donc des 4 communautés de communes. En lien avec les 2 chargés de mission du PETR. Et on a un conseil syndical donc de 20 élus et un bureau de 9 élus. Et en parallèle, donc la gouvernance du PTR-TE, ça s'est organisé avec un comité technique, donc nous qui est vraiment technicien et élargi, donc département, région, État, petite ville de demain, les partenaires financeurs, donc on a les chambres consulaires, on a la DDT. Donc voilà, on essaie de mettre tout le monde autour de la table pour échanger sur les projets. On verra un petit peu par la suite certains outils. Et le comité de gouvernance, c'est plutôt la partie comme les techniciens, mais avec les élus. Alors, comment vous avez procédé avec ces instances pour prioriser les actions? Alors, si je peux avoir un diapo juste après. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup par rapport à ces gouvernances, c'est pour ça que je l'ai expliqué un petit peu, beaucoup d'allers-retours entre élus et techniciens. Donc, dans un premier temps, donc au mois de mai, où c'est qu'on a su un petit peu le timing, on va dire, et le contrat du PTR-TE, on a réuni donc déjà les chargés de développement des 4 PCI pour qu'ils nous fassent remonter en fait l'ensemble des actions. Et c'est vrai qu'on était à une centaine d'actions quand même, donc on s'est dit, il va falloir trouver comment on priorise ces actions. Et en parallèle,
avait un faible, voilà, on est deux techniciens au niveau du PETR, on va dire que l'ingénierie est assez faible. Du coup, on s'est doté de l'accompagnement, on a demandé l'accompagnement du CEREMA pour nous appuyer, pour vraiment prioriser ces 100 actions. Donc, au mois de juin 2021, le CEREMA est venu faire, en fait, avec les élus, on a appelé l'atelier Gommette. Ça permettait de recueillir les attentes et les enjeux du territoire, parce que, comme tout le monde, on avait eu un changement de mandature et de président. Donc, on a revisité un petit peu notre projet de territoire qui existait depuis 2017, voir si ça correspondait toujours aux volontés politiques, et pour élaborer, du coup, cette stratégie au niveau du PTRTE. Cet exercice a été fait aussi avec les membres du conseil de développement pour voir si, au niveau des habitants, ça collait aussi, on va dire, au niveau des présentations et des enjeux. Courant l'été, donc nous, techniciens, on a travaillé sur l'outil que le CEREMA a proposé pour vraiment faire des actions matures, voir si celles qui n'y étaient pas, celles à prioriser par rapport à l'impact écologique. Et en septembre, on a donc décidé, grâce à l'outil, en fait, de prioriser 14 actions qu'on a dit prioritaires. On en avait 17 autres matures et au total, on était donc à 70 actions qui composaient donc ce PTRTE. Voilà un petit peu sur la démarche. Alors après, je vous parlerai peut-être des suites après, plutôt 2022. Ok, d'accord, très bien, merci beaucoup. On voit comment vous avez procédé effectivement avec vos différentes instances de gouvernance. Un travail sur des grilles de priorisation. Si Monsieur Pierson est toujours là, on va profiter de votre présence. Comment, entre les élus, ça s'est passé, ces discussions de priorisation d'actions avec les grilles de critères, avec les propositions que vous faisaient les techniciens? Non, il y avait, on fait les propositions des techniciens étaient en parfaite concordance avec les priorités, les désirs des élus. Ce n'est pas un travail d'un côté et un travail de l'autre, c'est un travail ensemble. Donc, on a priorisé d'une façon réelle, conséquente, coordonnée, voilà, concordante, je cherchais le mot, concordante, les actions à prioriser et parce qu'il fallait les prioriser. Ça, je ne l'ai pas suffisamment dit dans mon introduction, mais Laura le dit, la nécessité était de prioriser. Parce que pour passer de 100 actions à 14 plus 17, hein, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Donc, ça s'est fait avec un échange tout à fait clair entre les élus, en particulier les 4 PCI. Très bien. Alors, je vais vous poser du coup la dernière question donc, sur les résultats et puis les suites. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite dans l'évolution des actions de votre contrat donc PTRTE? Moi, j'ai du mal à le dire parce que j'ai l'habitude de dire TRTE. En fait, pour faire simple, le PTRTE, c'est le contrat des contrats. Hein. C'est un CRTE renforcé, si je peux dire. Bon, pour ça qu'il ne faut pas trop s'embêter avec les titres. Bon, c'est comme ça. Nous, on va poursuivre les projets qui sont en cours. Voilà, et on va mettre en route, bon, là, je n'ai pas inventé l'eau chaude, là, je dirais, on va mettre en route les priorités qui sont encore en instance, mais qui sont prioritaires. Mais toutes les priorités ne sont pas prioritaires, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a également encore des graduations à faire dans les priorités. Voilà. Bien sûr, si vous apportez de la nuance, merci. Alors, vous aviez, quelqu'un a posé la question si on avait chiffré, enfin un autre intervenant précédent, si ils avaient chiffré les 40 actions prévues là. Hein, oui. Nous, on ne les a pas chiffrées parce qu'on en a 90. Hein. Alors, si on veut avoir un malaise cardiaque, il ne faudrait surtout pas les chiffrer. Voilà. Donc, on va y aller petit à petit. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va passer aux questions, peut-être à moins que Laura Domas, vous souhaitiez compléter sur les suites envisagées. C'est vrai que là, juste pour vous donner l'information, on a réuni donc 2 fois le comité technique depuis la signature en 2022, donc pour préparer en fait le comité de gouvernance du PTRTE, donc qui s'est tenu mardi dernier. Voilà, donc les actions, on a fait un petit point sur les actions et on va dire que sur les
14 priorisés, on en a 7 qui étaient déjà terminés. Et donc là, on a 5 nouvelles actions qui vont être intégrées directement comme prioritaires. Donc voilà, on a fait un petit peu le point au niveau de cet outil. Voilà, et on espère plutôt que l'évolution permettra, en fait, on parlait des financements, c'est-à-dire que là, on va faire aussi encore une autre rencontre, ça va s'appeler les conférences des financeurs, c'est-à-dire que, alors on a évoqué est-ce qu'on avait que l'État au niveau des finances. Donc nous, non, on va voir en fait tous les financeurs possibles et le but de ces conférences des financeurs, c'est dès qu'il y a un dépôt de projet, c'est un peu de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de voir par quel bout on peut le prendre financièrement. Voilà, donc c'est un peu le but aussi pour préparer tout ce qui est dossier de dépôt, État ou autre, dès le début de l'année prochaine. Donc dès septembre, on va commencer à travailler plutôt sur l'aspect financier, ce qu'on n'avait pas fait malheureusement par manque de temps aussi l'année précédente. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Monsieur Pierson, merci Madame Domas. On entame la session de questions-réponses et comme tout à l'heure, je commence par tourner vers mon collègue François Piron qui va accompagner sur cette question de priorisation d'action avec un outil de priorisation avec 2 grilles qui utilisent la grille de CGDD qu'on a vue tout à l'heure avec 7 critères et autre chose. François, comment ça s'est passé en termes méthodologiques, cette priorisation? Alors, oui. Alors, est-ce que c'est le moment où on se projette? Et j'en profite pour projeter peut-être, ça Oui, me oui, semble pas mal. Donc, on l'a bien compris, pendant que j'essaye de partager, vous me dites si c'est bon pour vous. Donc, dans les différents CRTE qu'on a pu accompagner, donc qui s'appellent des PTRTE en région Grand Est, vous l'aurez compris, et dans les témoignages que vous avez pu entendre jusqu'à présent, cette nécessité, en tout cas, d'avoir des éléments un peu d'accompagnement, en tout cas des éléments pour faciliter et aider à l'objectivation des décisions politiques qui vont être faites face à la pléthore d'actions qui peuvent être remontées par l'ensemble des territoires à inscrire dans le PTRTE. Et donc, il nous apparaissait nécessaire d'accompagner les territoires que l'on suivait sur des éléments. Donc, on a essayé d'imaginer une sorte de méthodologie pour accompagner et essayer de vulgariser au maximum cette question d'objectivation. Et donc, on a proposé finalement d'utiliser, s'inspirer déjà de ce qui était fait. La première, une des grilles qui vous a déjà été proposée, qui était celle du CGDDD et d'amorce sur les questions d'impact environnemental, mais il nous semblait aussi important de proposer un système d'évaluation qui soit plutôt, enfin d'auto-évaluation, qui soit centré sur la question de comment on répond à la commande politique, comment on répond au projet de territoire. On comprenait bien qu'il s'agit d'avoir deux prismes, en fait, 2 briques d'évaluation qui se veulent bien entendu complémentaires, mais surtout indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut faire l'un, on peut faire l'autre, et regarder un petit peu quels sont les résultats. Donc, vous avez présenté devant les yeux les différents critères de priorisation qui sont proposés. Dans un premier temps, on se posait la question de savoir si finalement les actions qu'on avait, elles répondaient véritablement à des enjeux de territoire ou à des objectifs qui peuvent être ceux du projet de territoire, de regarder quels étaient ces effets à quelle échelle, savoir quel est ce qu'on a appelé le rayonnement, de savoir si une échelle est plutôt à l'échelle d'une intercommunalité, puisque là on était sur des pays qui comptent plusieurs intercommunalités, ou si en effet on était bien à l'échelle du pays. Donc ça, c'était des éléments importants, de voir si on était sur des actions qui étaient mobilisatrices tant dans la définition de leurs actions que dans la mise en œuvre. Regarder si ces actions avaient un caractère transversal, si ça répondait à plusieurs enjeux, étant donné que, évidemment, si une action répond à plusieurs enjeux et plusieurs objectifs du territoire, elle semble plus pertinente. Évidemment, la question des moyens se pose, sur la bonne mise en œuvre de ces questions. Et enfin, savoir si on est dans des temporalités qui sont des temporalités acceptables. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Bretagne, Port de Loire et Communauté, c'est la question de la maturité des actions qui peut être un élément qui peut être déterminant et qui nous semblait important de prendre en compte. Et on s'est dit qu'il fallait regarder sous cet angle-là, mais il fallait bien évidemment regarder aussi sous l'angle de l'impact environnemental, puisque dans ces RTE, il y a TE, donc la transition écologique. Et donc, vous avez les différents critères, à savoir comment cette action peut permettre de lutter contre le changement climatique, comment on peut s'adapter à ces questions-là. Est-ce que l'action participe à la gestion de la ressource en eau, à l'économie circulaire? Est-ce que ça permet de lutter contre les pollutions? Si ça permet également de travailler sur des questions de nature, ou plus généralement de biodiversité et de préservation des espaces. Et enfin, si ça a un impact sociétal, notamment dans les questions de
de solidarité. Et donc là, je renvoie à des éléments que vous retrouvez, qui sont les travaux qui sont très bien faits du CGDD et d'Amorce, qui nous ont fortement inspirés. Donc c'est quelque chose qu'on a repris de manière un petit peu plus simplifiée et qui, bon an, mal an, permet d'avoir en fait deux critères, enfin deux grilles de critères dans une approche un peu qualitative. Hein. Entendons-nous ici que pour chacun de ces critères, il s'agira de définir un niveau de gradation pour ce qui est de la pertinence des actions par rapport au projet de territoire. Lorsqu'on est sur des questions plutôt sur l'impact environnemental, on va regarder si les actions, on va les caractériser comme ça vous a été présenté tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'on est sur des actions qui ont un impact positif, qui n'ont pas d'impact du tout, ou qui ont un impact négatif. Et l'idée, c'est véritablement de pouvoir mettre ça sur la table et de pouvoir discuter de ces questions-là. Alors, qui dit approche qualitative dit subjectivité, ça a été évoqué tout à l'heure, mais l'idée, c'est véritablement de proposer ces critères-là de manière à ce qu'ils soient discutés en toute transparence. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est ce qu'on a souhaité proposer, c'est d'avoir cette approche transparente en disant chaque territoire doit être libre de définir quels sont les critères qu'il juge les plus pertinents. On l'a vu tout à l'heure, pour Bretagne Portes de Loire et Communauté, la question de la temporalité est essentielle. Donc, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de proposer une méthodologie qui soit la plus ouverte possible et qui permette ce dialogue-là pour dire quels sont les critères que je juge les plus pertinents. Alors, je mets tout de suite un avertissement, il s'agit bien de la première grille, à savoir comment on est en accord avec le projet politique. Il ne s'agit pas d'interroger si les enjeux environnementaux sont pertinents ou pas. Ça, on les prend dans leur globalité, puisqu'il nous semble que ça a été largement réfléchi. C'est plutôt dans l'adéquation avec le projet de territoire et le projet politique. Donc, vous voyez, là, c'est une capture d'écran qui vous permet de dire, on définit sur chacun des critères quel est le curseur que l'on veut mettre. On peut très bien tout mettre à égalité en disant que l'ensemble des critères sont pertinents et sont essentiels à la bonne réalisation de notre évaluation, auto-évaluation. Ou alors, on peut très bien dire, bon, voilà, si la question de l'échéance est plus pertinente ou la question de la transversalité sont des volontés politiques fortes, de pouvoir les traduire dans cet outil. Donc comprenez là par ici, par ces paroles-là, qu'il ne s'agit pas de proposer sur les territoires que l'on va accompagner des outils qui permettent de faire de la comparaison. Ce n'est pas l'objectif, puisqu'on est sur des approches, on l'a dit, qui sont des approches tout à fait qualitatives, donc qui sont propres à chaque territoire, qui permettent de réinterroger chacun des territoires sur les différents critères et les différentes priorisations qu'ils pourront avoir. Ça permet in fine d'avoir un petit tableau synthétique qui met en lumière, en tout cas, qui essaye de mettre en lumière l'ensemble des actions qui vont être classées, avec un petit code couleur aussi, hein, qui permettent de voir quelles sont celles qui sont les plus pertinentes au regard des objectifs du territoire, celles qui ont le meilleur impact environnemental, et bien entendu, un croisement de ces deux notes, entre guillemets, qui permet de voir quelles sont celles qui sont évidemment les plus pertinentes au regard du projet territoire et de leur impact environnemental, et une petite traduction dans des graphiques synthétiques. Tous ces éléments-là sont dans un document qui est sous format Excel ou format calque, que vous trouverez en téléchargement libre, bien entendu. Vous aurez aussi quelques éléments qui sont des éléments de méthodologie dans cet ouvrage-là, ce qui permettrait de mieux le prendre en main, entre guillemets. Voilà, donc ça vous donne un élément de compréhension et de présentation un peu synthétique de ce PTRTE ou de ce CRTE, de l'ensemble de ces actions. Et vous l'aurez compris, hein, bien entendu, un outil ne se satisfait pas lui-même et ne saurait se satisfaire, d'autant plus que c'est un élément méthodologique sur lequel on peut rajouter d'autres choses. Il est fait pour ça, hein. Je vous ai dit, c'était 2 briques, mais rien n'empêche d'ajouter d'autres briques qui vous seront propres, qui peuvent être des données financières, comme ça a été nombreuses fois évoqué jusqu'à présent. L'idée, vous comprenez, hein, c'est que c'est vraiment un outil, comme tout outil, qui doit servir à faire de l'animation territoriale, qui doit apporter un support, un dialogue local qui va permettre d'éclairer les choix, parce que c'est bien dans le débat qu'on va comprendre, et dans la compréhension des différents critères et le débat qu'il y aura autour de ces critères-là, comment on peut essayer de travailler un peu, soit prioriser les actions, mais ça peut interpeller sur la manière de pouvoir repenser une action qui pourrait avoir une envergure autre ou un impact autre à partir du moment où elle est repensée collectivement à l'échelle du CRTE. Donc là, vous avez quelques exemples, hein, mais c'est de voir est-ce que ces actions répondent à un critère ou non, ou est-ce que le critère est pertinent. Donc vous comprenez au travers de tous ces éléments qu'il s'agit à chaque fois de réinterroger la manière dont on pense le territoire, dont on fait territoire. Je pense que c'est des éléments comme ceux-là qui ne servent finalement qu'un débat, qui permettent de cristalliser, de capitaliser en tout cas les échanges qui pourra y avoir sur le territoire, sur l'ensemble des actions qui seront proposées par les intercommunautés, par exemple, ou par l'ensemble des communes, si c'est à l'échelle d'un EPCI. Voilà, rapidement brossé, vous trouverez tous ces éléments-là en ligne sur le site internet.
Et je suis prêt à répondre à vos questions de manière générale si il y en avait davantage. Merci J'espère avoir François. été bref. Oui, il y a des questions et des questions pour toi, mais aussi pour Laura Domas et pour M. Pierson. Tant qu'il est là, je vais peut-être commencer à lui poser une première question. Monsieur Pierson, quel a été votre rôle dans cette priorisation et y a-t-il eu également un rôle particulier des présidents de communautés de communes en termes d'arbitrage entre différentes actions? Alors, je m'excuse, mais je crois qu'il a dû... Il est peut-être parti. Voilà. Alors, si je peux répondre par rapport au rôle des élus, donc c'est pour ça que j'ai évoqué un petit peu la gouvernance dans le diaporama. C'est vrai qu'ils ont vraiment eu, alors pas l'arbitrage action par action, ça c'est en fait chaque président de PCI a vu avec son technicien les actions qu'il voulait inscrire dans le PTRTE. Donc c'est vraiment eux qui ont priorisé les actions dans un premier temps pour les inscrire. Après, une fois qu'ils ont inscrit dans le tableau, on va dire, l'outil du CEREMA, ces actions, c'est vraiment l'outil qui nous a permis de prioriser par rapport voilà, aux échanges techniciens, aux impacts environnementaux et par rapport aux objectifs donc, de territoire. Et quand on a présenté donc, en comité de pilotage, c'est-à-dire au niveau du conseil syndical, les 14 actions priorisées, vu que ça venait de leurs travaux initiaux et qu'après, ça a été juste, on va dire, mis dans l'outil, ça a mouliné et ça a sorti 14 actions prioritaires, on va dire qu'ils ont acté le fait de ces 14 actions prioritaires. Maintenant, quand on fait un comité de gouvernance, c'est bien les élus qui sont présents, qui valident l'inscription des nouvelles actions et qui voient les nouvelles priorités et qui suivent les dossiers et qui évaluent les dossiers. Donc, eux, ils ont plutôt, on va dire, un rôle stratégique de définir la stratégie, définir les enjeux et après de voir bien si ces actions s'intègrent toujours dans la stratégie du territoire et de les valider. Après, charge aux techniciens de travailler sur le financement, voilà, à faire avancer les actions tout au long de l'année. D'accord. Alors, autre question en lien aussi avec votre particularité PTRTE, et j'ai vu que quelqu'un de la région Grand Est, Laurent Dalstein, qui s'était également dans le chat. Vous avez dit à plusieurs reprises, le CRTE, c'est le contrat des contrats. On a une question sur l'articulation entre le CRTE et les autres contractualisations. Comment ça se manifeste? Comment ça se formalise, l'articulation? On va dire qu'il a un peu absorbé l'ensemble des contractualisations. Après, chaque contrat a son suivi, on va dire, individuel. Mais vu qu'on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec l'autre intervention, c'est-à-dire que certaines actions n'ont pas leur place au niveau du CRTE ou PTRTE, peut-être parce que justement, c'est moins structurant ou c'est moins dans la politique. Enfin, voilà, on n'a pas intégré toutes les actions de chaque contrat. On a vraiment priorisé les actions structurantes qui répondent aux enjeux politiques et qui a un petit peu, on va dire, des blocages aussi financiers sur lesquels il faut qu'on travaille dans le cadre du PTRTE. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à l'attente. Est-ce que, alors je ne sais pas si dans nos amis de la Porte de Loire ne sont plus là, mais est-ce que cette priorisation est obligatoire ou elle serait exigée pour l'établissement de la maquette financière? Je ne sais pas, peut-être qu'au niveau du CEREMA, il y a peut-être une réponse un peu plus claire. Après, prioriser, ça nous a paru essentiel parce qu'effectivement, on avait beaucoup d'actions. Au niveau politique, c'était qu'est-ce qu'on voulait en priorité faire avancer sur le territoire. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à la stratégie. On parle de transition énergétique et écologique. Donc voilà, il y a des choses qui étaient dans nous. On avait un contrat qui s'appelait TEPCV qui s'est terminé fin 2021. Donc ça permettait aussi de voir les suites qu'on voulait donner à la transition énergétique. C'est vrai que le CTE voilà, s'est fait absorber dans ce nouveau contrat. Donc voilà, ça a été un petit peu quel objectif au niveau de la transition écologique et énergétique on voulait donner dans le cadre du CRTE. Après, au niveau de l'enveloppe financière, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Je ne sais pas s'il y avait une question financière. Hein. Merci en tout cas de votre réponse. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que l'outil qu'a montré François, il est disponible dès maintenant. Hein. Vous pouvez le télécharger. Je ne sais pas si les collègues peuvent mettre le lien, mais en bas de la page Internet dont on va vous passer le lien dans le chat, vous pouvez télécharger l'outil, l'utiliser,
comme disait François, le customiser ou l'adapter à votre territoire en considérant un certain nombre de critères. Donc, ils à la fois la grille d'impact environnemental, CGDD amorce, et cette grille de pertinence au projet de territoire, et qui combine les deux. Donc, ça peut être un outil intéressant pour vous éclairer dans vos choix, dans vos arbitrages, dans vos échanges techniques et dans vos arbitrages politiques. Et je crois que l'échange avec Cœur de Lorraine va se terminer là, puisque on va passer à la suite. On est un petit peu en retard, mais encore dans les temps. Merci beaucoup, Laura Domas, et merci aussi à votre président. Et puis, bon courage dans la suite de vos travaux, de vos comités de pilotage, comités techniques, comités des partenaires. Et je reprends la petite phrase de François qui disait tout à l'heure que fédérer les acteurs autour des priorités locales, c'était aussi faire territoire. Donc, un beau travail que vous avez opéré là, et qui pourra aussi, je pense, donner des envies, des idées. Donc, merci beaucoup. On va poursuivre avec un petit temps d'échange un peu plus général. Peut-être avec un certain nombre, avec juste 2 questions qu'on aimerait vous poser et sur lesquelles vous pourrez réagir également dans le chat. Romain, je vous laisse la main pour Oui. ces questions par sondage. Exactement, merci beaucoup Florence. On voulait profiter de votre présence, la présence de près de 250 participants pour vous poser 2 questions assez simples qui devraient s'apparaître, excusez-moi, à l'écran. Est-ce que ça apparaît bien? Alors, pas encore. Pas encore? Oui, ça y est. C'est bon? Voilà. Oui. Je la lis en même temps, puisque pour tous les collègues qui regarderont ce webinaire en replay, les questions ne s'affichent pas. Première question, avez-vous réussi à prioriser les actions de votre territoire? Et là, vous avez un seul choix à faire. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est en cours. Non, mais c'est en projet. Non. Et nous vous proposons également une deuxième question. Prioriser ces actions, selon vous, c'est essentiel, un exercice qui fait progresser, une opportunité pour le territoire, inutile, trop complexe, à réaliser en début de programmation, à réaliser chaque année. Et là, vous avez la possibilité de répondre à plusieurs options possibles. Là, je vois que vous êtes encore en train de répondre, donc on laisse encore peut-être quelques secondes. Dans le chat, vous pouvez nous dire si vous avez priorisé vos actions avec quelle méthode. Et puis sur la deuxième question, vous pouvez commenter dans le chat aussi pour nous faire part des avantages à prioriser ou des difficultés à prioriser, ou les deux. Encore quelques secondes. Et voilà, je vous propose d'arrêter. Est-ce que les résultats apparaissent bien à l'écran? Pas encore. Oui. Voilà, en fait, à chaque fois, j'oublie de cliquer sur « Partager », c'est pour ça. Bien, sur la première question, c'est presque du 50-50. Oui, c'est déjà fait, oui, c'est en cours, 45%, auquel on pourrait rajouter que c'est en projet. Donc là, on passerait à 2 tiers, 1 tiers. Non, réponse non à 35%. Et enfin, la deuxième, excusez-moi. Prioriser ces actions selon vous, c'est un exercice qui fait progresser, essentiel et à réaliser chaque année. Voilà quel est le tiercé de tête. Donc, très peu considèrent que c'est inutile.
mais certains considèrent quand même que c'est complexe, voire trop complexe. Alors, c'est plutôt fidèle aux questions qui ont été posées et aux remarques qui ont été inscrites dans le chat. Alors, n'hésitez pas, là, on a le temps pour des prises de parole si vous le souhaitez, si vous avez répondu, par exemple, non, mais c'est en projet, justement, quels sont les sujets, quels sont les outils dont vous auriez besoin pour justement passer cette étape de la priorisation qui, on le sait très bien, est complexe, et elle est surtout plus complexe dans certains territoires que d'autres, selon l'ancienneté de l'intercommunalité ou du pays PETR, la manière de coopérer à l'échelle locale, la manière de coopérer avec les acteurs locaux, la manière de coopérer avec les services déconcentrés de l'État. Tout ceci joue. Donc là, vous pouvez lever la main, c'est ça, Exactement. Romain? Comment on fait? Exactement. Vous avez un bouton, levez la main, et nous serons ravis de vous passer la parole. Moi, j'avais en attendant peut-être que les questions ne viennent, j'avais juste peut-être une question pour Julien, une question dans le chat sur justement, est-ce que cette priorisation des actions est-elle obligatoire dans le cadre de la définition des annexes financières annuelles du CRTE, Julien? En tout cas, si elle n'est pas obligatoire, elle est quand même fortement recommandée. En effet, ça permet de mieux orienter les moyens dont on dispose vers les projets qui ressortent. C'est un outil d'aide à la décision. Il faut vraiment voir comme ça. Et en effet, une fois qu'on a utilisé ces différents outils, que ça établit une sorte un peu de classement par rapport aux priorités du territoire, ça permet un peu justement de voir un peu comment on mobilise les moyens qu'on met en commun dans le cadre du CRTE pour financer ces projets. Donc, en effet, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment des outils d'aide à la décision qui devraient vous faciliter la mise en œuvre de votre plan d'action défini dans le CRTE. Merci Julien, oui, tout à fait d'accord. Alors, je vois des commentaires dans le chat, effectivement, qui disent c'est compliqué cette priorisation, notamment tant qu'on n'a pas d'enveloppe financière. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus? Alors, effectivement, difficulté de la priorisation. Parce que je vois que dans un territoire, on a essayé de compléter la grille, mais il n'y a eu pas trop de répondants, où c'était difficile de se servir des résultats, parce que c'est difficile de mettre de côté d'autres actions. Qui dit prioriser dit que certaines ne sont pas prioritaires, même s'il y a des actions qui ne sont peut-être pas encore prêtes à sortir. Tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité mettre à l'agenda de notre série de webinaires dès le début la question de la priorisation des actions, parce que c'est un sujet d'actualité, mais aussi parce qu'on sait que c'est peut-être le sujet le plus complexe à aborder, en tout cas pour certains territoires. Il faut aussi se rappeler, et ça rejoint aussi plusieurs questions qui étaient posées dans le chat sur tout simplement la plus-value du contrat de relance et de transition écologique, et surtout savoir si le CRTE allait rester fidèle à la philosophie de départ, telle que le CRTE avait été présenté au tout début du lancement, et telle que l'association Intercommunauté de France en défendait les principes et la philosophie depuis déjà de nombreuses années. Et donc, il faut se rappeler quel était le modèle, ou quel est le modèle jusqu'à présent de relations financières entre État et collectivités locales. On sait que ça se jouait beaucoup sur le modèle de l'appel à projet, qui est un modèle quand même assez vertical, assez descendant, et qui avait comme principale conséquence pour beaucoup de territoires que de mettre en concurrence justement les collectivités territoriales entre elles, et aussi de fragmenter l'action publique locale et de la rendre moins lisible, moins visible, ce qui empêchait aussi à certains projets de territoire de se mettre en place de manière ambitieuse et de couvrir l'étendue des domaines d'action publique que recouvre un projet de territoire en matière de transition écologique, d'économie, d'emploi, de mobilité, de cohésion sociale.
voilà, le modèle de l'appel à projet qui devenait majoritaire nous semblait être un modèle bloquant, d'où l'idée d'un contrat global, d'un contrat intégrateur, et d'où est né le contrat de relance et de transition écologique, en plus de venir en appui du plan France Relance. Donc là, ce que je comprends, Romain, c'est l'idée que le local reprenne la main sur ses priorités. Et qu'on parte exactement, et qu'on parte du projet de territoire pour créer aussi un cadre de dialogue, à la fois stratégique, mais aussi un dialogue de gestion avec l'État, et l'État pris au sens large, c'est-à-dire autant l'État avec les crédits traditionnels de la cohésion, DETR, DSIL, FNADT, mais aussi l'État, les agences, les ministères, l'ensemble des crédits dits de droit commun, qui peuvent aussi concourir au financement d'un projet de territoire. On sait que sans le CRTE, même un CRTE idéal, on n'en est pas encore là aujourd'hui, on le sait très bien, mais sans le CRTE, il était encore plus difficile pour beaucoup de territoires d'aller chercher des crédits de certains ministères. Et quand Bretagne Porte de Loire Communauté arrive à se mettre d'accord sur leurs actions prioritaires en lien avec la DDTM et que les financements des CIL et des ETR reprennent à 99%, sont faits à 99% d'actions CRTE, ou quand sur Cœur de Lorraine, il y a ce comité des financeurs avec l'idée de se mettre d'accord entre l'ensemble des financeurs sur ces priorités locales. Je comprends que ça va dans ce sens-là. Et puis, juste un dernier mot très important aussi, c'est que le CRTE n'est pas la seule instance de financement des projets portés par les communes ou les intercommunalités. Il est très clair que, par exemple, tous les projets régulièrement, historiquement financés par la DETR continueront d'être financés dans une relation directe entre la commune et le préfet. En termes de DETR, le CRTE n'a pas vocation à être l'entonnoir de tous les financements des projets, notamment les projets de maîtrise d'ouvrage communal. Surtout pas. Le CRTE vient simplement en parallèle d'un projet de territoire et de ses axes stratégiques, de ses priorités d'investissement, mais qui ne recouvrent pas la totalité des projets et des actions, notamment portées par les communes. Ça, c'est très clair que la relation privilégiée commune-préfet via la DETR subsiste. Est-ce qu'il nous reste un tout petit peu de temps? Je ne sais pas s'il y a des mains levées, je ne crois pas. Est-ce que il y avait donc Laurent Dallstein de la région Grand Est? Est-ce que vous souhaitiez intervenir sur la manière dont vous fonctionnez avec les PTRTE et sur leur jumelage et le travail de priorisation conjoint que vous faites avec les territoires? Je ne sais pas si Laurent Dallstein est toujours là et s'il veut prendre la parole. Alors, je peux. Il est là, il faudrait lui donner la parole peut-être. Voilà. Monsieur Dallstein, si vous ouvrez votre micro, on peut vous entendre, normalement. Oui, mais… On vous entend. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour particulier à François Piron, un ancien collègue de la région, ex-région Lorraine, que j'ai plaisir à retrouver là. Écoutez, excusez-moi, ma voix est éraillée, mais voilà, j'ai un gros rhume et les rhumes sont virulents et persistants à l'heure actuelle. Alors, moi, l'expérience que je peux vous apporter, c'est… moi, j'interviens sur deux territoires du Nord Lorraine jusqu'à Sarreguemines, donc l'Est mosellan, donc sur des maisons de région de Thionville, Longwy et de Metz, et je suis en centrale à la direction de la cohésion des territoires, service contractualisation. Sur les PTRTE, alors, bon, je vais pas refaire le fil et l'histoire, j'ai apporté des commentaires dans le chat et réagi le moment venu. Mais au sein de l'équipe, ce qu'on a pu constater, c'est que tout dépend de la manière, de l'histoire
pour les EPCI, les communes, les PETR, de pouvoir travailler ensemble. Et encore, sur les territoires que je suis, il y a un PETR qui bat complètement de l'aile, donc qui n'a pas du tout été intégré dans l'élaboration du PTRTE. Et dans un autre territoire, les EPCI ont eu du mal à l'intégrer, alors qu'il y avait cette connaissance des territoires, cette habitude à travailler dans le développement des territoires, le développement local. L'expérience qu'on en a, c'est effectivement, François l'a dit tout à l'heure, c'est essayer de faire territoire à nouveau. C'est très important, c'est de mettre les gens autour de la table. Alors moi, j'interviens en Moselle et sur le nord de la Meurthe-et-Moselle. Le département de la Moselle n'est pas reconnu pour être exemplaire, hein, je dis, en matière de développement local avec du travail partagé. Bon, c'est l'histoire qui veut ça. Mais en tout cas, le mérite, c'est de mettre des acteurs différents autour de la table qui n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer et de se revoir à nouveau sur des projets qui sont structurants. Sur la liste des actions et des projets, sur la priorisation, elle est essentiellement calendaire. C'est-à-dire un projet, il est mature s'il est prêt à démarrer dans l'année qui suit. Alors là, on est en année, en première année et demie de fonctionnement du PTRTE. On sentait une pression assez forte de la part de l'État sur les crédits relance notamment. Donc, il fallait absolument pouvoir, d'une part, finaliser les PTRTE, peut-être parfois a-t-on confondu vitesse et précipitation. Bon, yes. En tout cas, c'est un travail qui se fait dans le temps. Merci beaucoup pour Voilà. votre complément de témoignage sur ce qui se passe en région Grand Est. Merci. Je vois que certains participants commencent à partir, donc je me presse un peu vers la conclusion. Dire un petit peu les suites de ces travaux. Merci encore aux deux territoires qui ont témoigné. Merci à vous de partager votre expérience, et je vois que ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, et on les complétera aussi, ces échanges, hein, et toutes vos questions, tout le chat, puisque la fiche qui est déjà en ligne, on la complétera par une sorte de foire aux questions d'une page en fin de fiche. Donc je vais repartager un instant quelques diapos pour terminer, pour vous dire donc que vous pouvez dès maintenant télécharger donc la fiche numéro 1, donc liée à ce et puis télécharger et utiliser donc l'outil de priorisation avec les deux grilles. En fin de semaine, je pense que vous pourrez accéder au replay et puis aux diapositives, ça a été demandé dans le chat. Je le disais en introduction, on poursuit les échanges, hein, sur la plateforme Expertise Territoire dans le groupe, donc on vous invite à vous y inscrire pour retrouver ces échanges et poursuivre la discussion. Et puis enfin, je vous invite également à vous inscrire bien sûr au prochain webinaire qui va porter sur la structuration de la stratégie de transition, structurer ses objectifs avec un référentiel de transition. Il nous reste voilà, tout l'été pour terminer la préparation de ce webinaire. Et dans l'été, on sera également, hein, sur Expertise Territoire. Vous pourrez mettre toutes vos questions, vos témoignages, échanger entre vous aussi. Et puis, on y complétera déjà téléchargeable, comme je vous le disais. Donc, merci pour tout. Merci à tous de votre participation, hein. C'est vrai qu'on était quand même très, très nombreux à ce webinaire, malgré l'approche de la pause estivale pour certains qui contraint les calendriers. Je ne sais pas si les différents partenaires veulent dire un mot de fin. France, Julien côté ANCT, Isabelle côté CGDD. En tout cas, je vois que l'échange a été bien fourni, donc on est content que ça ait rencontré de l'intérêt, ce webinaire, hein. On avait de très nombreux inscrits, des gens pourront regarder le replay également. Donc pour terminer, je voulais juste remercier tout le monde
Donc, bien sûr, nos 3 partenaires, nos 2 territoires témoins, Bretagne, Pan de Loire Communauté et puis ETR Cordes-Lorraine. Merci également à mes collègues avec qui j'ai travaillé, à ma stagiaire, Lauriane et Nino, avec qui je travaille depuis plusieurs mois sur la préparation de tout ça. Donc, on se retrouve au prochain webinaire le 13 septembre. Merci à tous. Merci Juste beaucoup. pour compléter, on vous a mis le lien vers un questionnaire d'évaluation. Vous le recevrez par mail aussi. Ça nous aidera à préparer les prochains. Voilà, Oui, j'ai merci à vous. oublié. Mais oui. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Bon, tout le monde est parti. Encore 55.